Merci, messieurs. Donc, petit tour de table pour vous présenter. Fabien Azavant, vous êtes responsable du middle office et du reporting client chez Amundi. Auparavant, vous avez été... Où êtes-vous ? Auparavant, vous avez été responsable de projets informatiques pendant 8 ans sur les différents domaines de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Amundi, vous avez travaillé en tant que chef de projet à l'INSEE. Philippe Collas, vous avez entre autres été PDG adjoint du groupe Société Générale en charge des activités... DG, pardon. Je vous prie de m'excuser, en charge des activités de gestion d'actifs et services aux investisseurs. Auparavant, vous avez été président et PDG de SGAM, une société que vous avez créée en 1996 et que vous avez amené à gérer plus de 400 milliards d'euros d'actifs sous gestion. J'ai bon ? D'accord. Prenez un micro, messieurs, surtout. Servez-vous. Raphaël Crétinon, vous êtes Supervising Manager chez Périclès Consulting, cabinet de conseil en banque, finance, assurance et protection sociale. Vous intervenez pour le compte de gérants d'actifs ou de prestataires de services financiers sur des projets de transformation des organisations et des systèmes d'information. Vous animez également le club Middle Office qui regroupe les principales sociétés de gestion françaises. Enfin, Francis Hubert, vous êtes responsable fonction support chez Odo Asset Management, en charge des activités reporting de performance, Middle Office et relations dépositaires. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on dresse un état des lieux avec un premier tour de table. Où en est-on aujourd'hui ? Comment utilisez-vous les nouveaux outils web dans le domaine de la communication de la performance ? Alors, je vais commencer avec vous, Fabien. Chez Amundi, vous vous êtes doté, il me semble, tout récemment d'un nouvel outil de reporting. Alors, quelles ont été les raisons de ce changement et pour quelle solution avez-vous opté ? Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous donner un peu de contexte avant. Donc, l'outil de reporting qu'on avait, qui tourne encore en partie aujourd'hui, date de 2003. Donc, ça fait maintenant 10 ans, ce qui n'est pas tout jeune. Et en plus, il a vécu un certain nombre de fusions qui sont toujours difficiles à digérer pour des outils. Donc, puisqu'il y a eu la fusion Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, puis la fusion Société Générale, Crédit Agricole, 2 importantes, puis 2 autres fusions internes au groupe. Donc, on a fait un constat maintenant d'un manque... Il y a un an maintenant, d'un manque d'agilité de notre outil qui ne nous permettait pas de répondre suffisamment rapidement aux besoins à la fois de nos clients et aux besoins des régulateurs dans tous les pays. Donc là-dessus, on a lancé une étude assez large en étant très ouvert et en regardant à la fois des outils externes, des solutions internes et des fournisseurs de prestations de reporting. Et je vous avoue que j'ai été surpris donc, du panel, où sans rentrer dans le détail, j'ai été confronté à des acteurs très mûrs sur le marché du reporting, mais qui, dans ma vision, avaient 5 ans de retard, c'est-à-dire qui raisonnent PDF, ou d'autres acteurs beaucoup plus jeunes, qui ont vraiment pris ce virage digital et qui savent présenter des choses sur Internet, mais dont aucun n'était capable d'encaisser le volume d'Amundi. Donc il faut savoir que c'est 5000 documents qui partent tous les mois. Et donc j'étais bien embêté, et du coup on a fait un choix de partir sur un développement interne, ce qui n'était pas ce que je souhaitais au début. Pourquoi ? Donc et qui s'appuie sur notre socle internet. Donc on a un internet qui est tout neuf, et un socle technique qui est tout neuf depuis 2 ans. Ma vision, c'est qu'on en repart pour 10 ans avec ce choix-là. Dans 10 ans, pas mal de choses seront sur internet, donc on est parti sur ce socle-là. D'accord. Et là, donc le projet est en cours, donc petit à petit, ça va venir. Donc, comment vous expliquez en fait ce hiatus entre d'un côté des solutions entre guillemets un peu en retard et puis d'autre côté des gens qui ne sont pas capables d'encaisser du volume ? Un manque de maturité, un manque de... Je crois que c'est un marché qui a bougé assez vite et on est quand même sur des sujets d'industrie lourde pour le monde de la finance. Alors, c'est pas encore, on n'est pas dans la vraie véritable industrie, mais donc c'est des virages qui sont relativement longs à prendre. Maintenant, toutes les sociétés les prennent petit à petit, mais à des vitesses que j'ai estimées pas suffisantes. Francis Hubert, chez Odo Asset Management, quels outils utilisez-vous ? Oui, bonjour. Bien, écoutez, un peu comme monsieur, nous avons choisi dernièrement un outil de reporting. Si vous m'aviez contacté il y a quelques mois pour le symposium, je serais venu en tant que prospect BISAM. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a fait le choix en courant 2013 de leur outil B1 et que nous sommes aussi également en train d'implémenter la solution. Nous avons ressenti un besoin depuis déjà 2 ans. Bon, alors les processus de décision sont toujours un peu longs sur ces problématiques.
il était évident qu'on ne pouvait pas continuer, même si on a une taille moyenne, on ne peut pas se comparer à des SGAM ou des Amundi, mais on arrivait à la limite de ce qu'on pouvait faire, je ne vais pas dire de manière artisanale, mais quasiment artisanale. Ça avait quelques avantages, ça a encore quelques avantages, c'était une flexibilité très très forte, mais on ne résiste plus aux tests de charge, ni à l'industrialisation qui est complètement nécessaire. Et donc on a opté pour une solution pérenne et solide, un socle qui nous permette d'établir du calcul de performance de manière pérenne. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire que le choix s'est focalisé uniquement sur l'aspect digital de la solution. Parce qu'on est sur une problématique plus transversale de calcul de perf, d'attribution de performance. Nous avons même commencé l'implémentation de l'outil par la partie GIPS pour être GIPS compliant au niveau du standard de présentation des performances au niveau international. C'est un petit peu moins, le besoin est un petit peu moins ressenti en France, mais à l'international, on ne passe pas certaines portes. Et comme la vocation d'Odo-AM, c'est également, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est aussi de s'ouvrir un peu sur l'international. On a ressenti des pressions assez fortes de ce côté-là. Donc voilà, on est en train de monter l'outil. D'accord. Raphaël Crétinon, vous qui avez un regard un peu transversal sur le marché, quelle est la tendance? Alors qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Comment ça se passe? Quelle est votre analyse? Vous avez mené une étude, il me semble, sur la question. Absolument. Oui. Bonjour à tous. J'aimerais vous restituer quelques éléments de contexte dans le cadre de résultats d'un panorama que nous avons mené en juin dernier dans le cadre du Club Middle Office que nous animons et qui réunit une vingtaine de gérants d'actifs tous les 3 fois par an pour traiter d'une problématique autour de l'asset management et de la fonction Middle Office. Donc en juin dernier, on s'est intéressé à la fonction production de reporting, d'attribution de performance et de risque. Donc ce qui ressort de cette étude, qui reflète globalement le top 30 des asset managers, donc des gens qui aujourd'hui gèrent un peu plus de 10 milliards d'euros d'encours. Ce qu'on constate, c'est que en termes d'équipement de ces acteurs, aujourd'hui on a un taux d'équipement assez fort, puisque 80% des gérants déclarent être équipés d'un outil ad hoc, un progiciel de mesure et d'attribution de performance. Et les 20 autres pourcents ont soit fait le choix d'un développement interne, donc, vous êtes dans ces 20%, et, ou bien on fait le choix pour le bas, on va dire, du classement, d'externaliser la production de reporting auprès notamment des administrateurs et des dépositaires qui eux-mêmes sont fortement équipés en outils de reporting. J'aimerais dire aussi qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin des besoins des institutionnels, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des épargnants particuliers, donc des privés, qui ont besoin de reporting. Donc c'est intéressant de voir que les sociétés de gestion produisent à la fois des fact sheets, on va y arriver, de l'attribution de performance, donc plus de 80% des acteurs produisent des attributions de perf, actions et taux, un peu moins de l'attribution de risque, puisqu'il y a un peu plus que 4 acteurs sur 10 qui déclarent le faire. Mais on voit que ces rapports, même s'ils ont été produits, ne sont pas diffusés systématiquement à tout type de clientèle. Donc l'attribution de performance est aujourd'hui très clairement réservée soit à un usage interne. On a beaucoup parlé de l'extérieur aussi, mais les consommateurs du reporting peuvent être aussi le service marketing et la direction des sociétés de gestion afin de piloter l'activité. Donc pour revenir à la TRIB, clairement aujourd'hui ce sont des reportings destinés en interne et à la clientèle institutionnelle. Seuls 15% des répondants de notre étude déclarent mettre à disposition ce type de reporting de la clientèle privée. En matière de diffusion du reporting, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'envoi de documents papier a quasiment disparu aujourd'hui. On est à un taux inférieur à 10%
des répondants qui déclarent réaliser donc de l'éditique et de l'envoi de reporting. Le canal majoritaire aujourd'hui de diffusion reste l'emailing, donc des newsletters avec des PDF en pièce jointe. La mise à disposition du reporting via des sites web est aujourd'hui une réalité, puisqu'il y a 7 acteurs sur 10 qui déclarent aujourd'hui publier sous format HTML au travers de leur site web des éléments de performance. Voilà ce que je peux vous dire sur le panorama. Merci Raphaël. Philippe Collas, votre regard sur ces nouveaux outils web et leur utilisation? Oui, mais je vais faire deux panoramas, si vous voulez. Un panorama où j'étais en charge du business investisseur à la Générale, donc de la fabrication des produits de gestion en passant par le brokerage, puisque j'avais créé New Edge. Et j'avais GSS à l'époque, l'administration de fonds et custody. Donc nous, on avait investi pas mal à partir de 2004, justement, sur la triple de perf, le calcul de perf, au niveau des GSS, pour répondre, parce qu'on sentait que c'était une demande forte des investisseurs et qu'il nous fallait être à même d'offrir ce produit dans le panorama complet du fonds d'admin et du custodian. Ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, si je me positionne aujourd'hui en tant qu'advisor, je suis advisor dans plusieurs sociétés, et j'ai une petite société qui fait de l'incubation de fonds. Donc, on en est maintenant au 30e fonds incubé, plutôt d'ailleurs du hedge, partout dans le monde. Et on voit bien que la triple de perf, telle qu'on l'a concevée il y a quelques années, c'est-à-dire essentiellement action parce que c'était le plus facile à faire, on a évolué vers une triple de perf tôt plus récemment. Et maintenant, on en est à des triples de perf sur des produits extrêmement sophistiqués. Et la demande est extrêmement forte. C'est-à-dire que aucun hedge fund aujourd'hui n'est capable de vendre auprès d'investisseurs institutionnels s'il n'est pas capable d'expliquer sa perf dans le détail. Et pas seulement à travers du risque budgeting, mais véritablement la perf elle-même, la réalisation de la perf. Donc cette tendance, c'est une tendance de fond, elle n'est pas prête de se terminer, et elle coûte extrêmement cher aux sociétés de gestion. Il ne faut pas se leurrer. Et développer en interne de tels produits, c'est extrêmement compliqué et ça coûte cher avec le risque temps qui est lié à tous les projets informatiques, comme tout le monde le sait. Et puis, il y a un risque encore plus important que le risque temps du développement, c'est le risque d'obsolescence rapide de ce que vous avez développé. Et quand vous avez en interne mis des sommes assez considérables dans des projets, il est évident qu'il est difficile de revenir auprès de sa direction générale pour dire maintenant, vous m'avez donné 100, il va me falloir encore 100 pour maintenir votre truc en état de marche et au niveau top de l'art. Donc c'est complètement démentiel. Une question très concrète, Fabien Zavant, pour revenir sur cette question du PDF. Est-ce qu'il a encore de beaux jours devant lui ou c'est véritablement terminé? Vous m'avez expliqué au moment de préparer cette table ronde que vous, sur votre site, il me semble que les gens qui cliquaient sur le PDF, c'était 1% non, du trafic. C'est à peu près ça. C'est très peu. Ouais, alors, aujourd'hui, sur le site internet, je crois que toutes les sociétés de gestion, en fait, à peu près, ont 2 versions de présentation de la performance. Une version effectivement HTML, plutôt web, et une autre version en PDF à côté. On a fait quelques stats sur le site. La plupart des clients vont trouver toute l'information qu'ils souhaitent sur la partie HTML. On a la performance, on a les principales allocations. En plus, on peut même choisir ses périodes de performance chez à peu près tout le monde. Et donc, à partir de là, ceux qui veulent derrière, en plus, aller cliquer sur le PDF, c'est quasiment rien. Maintenant, mon avis, c'est que le PDF, alors je vais le mettre comme un mal nécessaire. Si on réfléchit, en fait, le PDF, c'est quoi? C'est du papier. C'est conçu pour être du papier que plus personne n'imprime. C'est-à-dire que même ceux qui ouvrent le PDF, j'aimerais savoir combien l'impriment derrière. Et ce qui doit être encore ridicule. Donc, il n'y a aucun intérêt, à mon avis, de continuer sur ce format-là. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça,
J'ai pas réussi à convaincre au sein d'Amundi qu'il fallait l'arrêter tout de suite. Il y a encore quelques cibles de clientèle qui ont besoin de papier. Je pense à la banque privée notamment, où on a encore besoin de choses belles, bien mises en page, qu'on met sur les présentoirs. Mais encore une fois, comme là j'ai fait un outil pour les 10 années à venir, je pense que oui, dans 10 ans, il ne sera plus là. Raphaël Crétinon, la fin du papier, bientôt. Oui, moi je partage également l'avis de Fabien. On voit aujourd'hui que le PDF reste la norme, mais je ne suis pas sûr que dans 5 ans, les choses vont très très vite. À la fois les institutionnels, mais surtout, je pense, les personnes les plus en avance, finalement, c'est la clientèle privée qui s'équipe aujourd'hui, qui ont un taux d'équipement très fort, notamment en tablette et en smartphone. Le PDF, c'est très obsolète vis-à-vis des technologies aujourd'hui qui existent. Donc, je pense que dans les prochaines années, on va avoir une diminution forte de la production de PDF au profit de présentations full web, permettant une interaction véritable avec l'investisseur. Puis en plus, j'imagine que c'est comme dans tous les autres secteurs, c'est-à-dire que l'arrivée aussi au sein des sociétés de la fameuse génération Y fait que ce sont des tendances lourdes et qui ne sont pas près de s'éteindre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui tout simplement ont l'habitude de travailler sur tablette, le numérique et le digital sont des choses absolument naturelles pour eux. Oui, je pense que ça influe sur les futurs choix qui seront faits par les acteurs. Aujourd'hui, dans nos comportements individuels au quotidien, le numérique est totalement intégré. Si je faisais un rapide sondage dans la salle, quels sont ceux qui ont un smartphone, je pense qu'on aurait un taux très très élevé de réponse. Donc à partir du moment où on est tous équipés dans notre poche en permanence et qu'on est totalement connectés, lire un PDF n'a pas de sens, alors qu'aujourd'hui on a des façons beaucoup plus sexy de présenter l'information et de pouvoir la manipuler surtout. D'accord. Alors, je vais revenir sur... Juste bien si sûr. Je peux réagir. Évidemment. Pour donner un avis un petit peu plus contraire. Si je suis d'accord sur la tendance de fond, je suis peut-être pas tout à fait d'accord sur la vitesse à laquelle aura lieu cette transformation. Je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de clients qui sont pas tout à fait prêts à sauter le pas. C'est évident que c'est aussi peut-être un problème générationnel, mais je crois qu'il y a encore notamment des institutionnels qui sont plutôt à l'aise avec ce type de documents. Ce qui est évident, c'est que aller proactivement chercher un PDF, ça c'est sûr que ça a tendance à fortement diminuer. Maintenant, je parle pour notre expérience, le mode push, c'est-à-dire quand les reportings sont élaborés, ils sont déversés dans un CRM et les clients abonnés reçoivent leur PDF dans la foulée, pratiquement en temps réel. Et on sent également quand on est en retard dans la production, parce qu'on a les appels indirectement par nos équipes commerciales, mais quand est-ce qu'est produit le rapport. Donc, je dirais que c'est une tendance, évidemment. Il y a 3 ans, on nous promettait avec les tablettes la fin du livre papier. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire quelques magasins avant Noël, mais dans les librairies, les grandes librairies, je trouve qu'il y a encore une profusion de sorties de livres éthiques papier quand même. Donc bon, voilà. Après, oui, il y a moins de librairies aussi. Moins de librairies. Il y a moins de librairies, mais les grandes sont. On voit la production en elle-même, elle n'a pas diminué. Donc, je pense que c'est une tendance, mais de là à parler de Big Bang, je serais un peu plus modéré. Si vous permettez, je crois qu'il y a une convergence à la fois des intérêts des producteurs. On ne peut plus se permettre de faire du papier parce qu'en plus, il faut un papier par client, par type de client. C'est-à-dire que, alors qu'avec le web, le client va chercher ce qu'il veut, il confectionne son reporting tel qu'il le veut, sur la période qui l'intéresse. Il a un besoin spontané, immédiat de montrer à son directeur général ou je ne sais pas trop quoi, il va chercher son truc. C'est d'une souplesse effarante et j'ai des cheveux blancs et je dois dire que j'irai pas chercher du papier. Hein. Bravo.
Florent, donc vous constatez effectivement que les nouvelles technologies permettent véritablement une personnalisation des reportings. Enfin, on l'a vu dans la première table ronde, ça permet cette flexibilité. Alors, la personnalisation des reportings aujourd'hui, c'est un... Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Florent. Oui, mais j'ai Raphaël. compris. C'est Je adressé vous prie à de moi. m'excuser. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le besoin de personnalisation est prégnant et c'est une réalité aujourd'hui dans les chaînes de production, donc au travers de l'étude qu'on a menée auprès des 30 premiers asset managers. Il y a moins de 15% des répondants qui nous déclarent n'être en capacité que de produire donc des plaquettes mensuelles de manière standard. Ce qui veut dire qu'il y a 85% aujourd'hui des producteurs de reporting qui sont en capacité de faire de la personnalisation. Voire même, il y a plus de 20% qui nous déclarent aujourd'hui avoir une offre qui est en majorité spécifique, en réalité. Après, bien entendu, il y a un mix des deux qui se met en place. La personnalisation, aujourd'hui, pour les producteurs, c'est clairement la première des problématiques. En numéro 2, on va retrouver l'acquisition des données et le contrôle des données. Mais la première problématique, ça reste comment pouvoir personnaliser, et on va introduire, je pense, la notion de personnalisation en masse ou de mass customization, comment pouvoir personnaliser de manière industrielle la production des reportings. Alors après, vous avez, il y a deux axes possibles là-dedans. C'est soit on reste dans une idée industrielle, où c'est le producteur du reporting qui va personnaliser à la demande du consommateur final. Donc ça, c'était une première solution. La deuxième solution, et aujourd'hui les nouvelles technologies le permettent, c'est qu'on peut déporter la personnalisation directement chez le consommateur. Ce qui est absolument impossible, bien entendu, quand on est dans une logique papier ou PDF. D'accord. Et mais jusqu'où peut-on aller dans la personnalisation? Parce qu'à un moment donné, c'est quand même parfois des données un peu complexes. On ne peut pas produire comme ça des choses. Le client final, jusqu'où peut-il espérer quelque chose qui soit vraiment entièrement personnalisé? la customisation de masse ne veut pas dire du sur-mesure. C'est ça. D'accord. Donc c'est assez différent. La personnalisation de masse repose en fait sur un catalogue de calcul, un catalogue d'indicateurs, un catalogue de répartition, un catalogue d'objets graphiques qui peuvent être ensuite assemblés à la demande, soit par le producteur, soit par le consommateur final, enfin l'épargnant, l'investisseur. Donc ça veut dire que, bien entendu, il ne peut pas faire ce qu'il veut, mais on peut lui mettre à disposition aujourd'hui un catalogue suffisamment large pour qu'il puisse, dans une grande majorité des cas, être autonome et pouvoir produire de lui-même le rapport qu'il attend. Fabien Savant. Ouais, j'ai un avis sur cette question aussi, où donc on se l'est posé chez Amundi. Et alors, pas facile d'y répondre. Où on est arrivé à une idée où il faut être capable de personnaliser par cible clientèle. Donc c'est plus de la personnalisation de masse, c'est vraiment, on ne va pas faire la même chose du tout pour le mass market, la banque privée, et puis alors en détaillant un peu plus que les grandes cibles de clientèle habituelles. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on est en mesure de donner aux clients comme capacité à faire. Alors là, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller très loin. Donc choisir ses périodes de performance, ce genre de choses, ça c'est évident, c'est facile, on peut le faire sans problème. Éventuellement choisir quelques éléments, pourquoi pas. Pour aller plus loin, à mon avis, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Sur des cibles de clientèle grand public, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour être capable de faire ça. Il faut savoir que nous, donc, en interne chez Amundi, on a le moteur de calcul est là et en place et fonctionne relativement bien. Dans le projet, ce qu'on cherche à remplacer, c'est vraiment l'outil de restitution. D'ailleurs, je fais une parenthèse, moi je ne suis pas là en tant que prospect, du coup, vu que j'ai déjà fait le choix, mais on a eu pas mal de discussions avec Bissam sur la vision qu'on partageait complètement. Mais comme moi je cherchais d'abord un outil de restitution avant un moteur de calcul, finalement j'avais un chemin de projet qui était plus pratique en développant en interne. Donc le moteur de calcul est là en interne, et on se rend compte que les personnes, même en interne de la société de gestion, qui sont capables de le paramétrer pour savoir est-ce que je fais de la transparence sur les futurs, pour savoir est-ce que je prends la sensibilité ceci, la sensibilité cela ou la sensibilité troisième, enfin les gérants des sensibilités ils en connaissent des dizaines,
C'est quasi impossible, et on a vraiment choisi de garder cette expertise au sein d'une équipe dédiée reporting. Donc pour le client particulier, il n'a pas l'expertise nécessaire. Et ensuite, l'institutionnel, lui, il a cette expertise. Mais la vision, c'est qu'il n'a pas envie de s'embêter à faire ça. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il nous exprime son besoin. On se met autour de la table, on discute. Mais au final, c'est quand même nous qui faisons cette personnalisation pour lui. Et dans une discussion qui, à chaque fois, comprend 2 personnes, un représentant du client qui comprend le besoin et un expert du moteur de paramétrage qui est capable de le traduire correctement. Donc finalement, on est allé beaucoup plus loin que toutes les idées qu'on pouvait avoir au début, où évidemment toutes les équipes commerciales et marketing me demandaient je veux un truc comme Google, je veux choisir mes champs, ceci, cela. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore d'attente ni de besoin client tout de suite. Ça viendra peut-être. Mais... J'ajouterais juste un mot, c'est que, qui plus est, il y a quand même des normes réglementaires de plus en plus fortes, y compris sur le reporting. Il y a 5-6 ans, on voyait des reportings qui sortaient sur la place où on pouvait présenter tout et n'importe quoi. Ce temps-là est complètement révolu. Donc donner de la liberté aux clients pour construire son reporting, oui certainement, mais je pense dans un cadre défini, et je suis d'accord, il faut garder la clé du calcul et la mise à disposition des briques élémentaires pour construire son reporting en interne. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas permettre de pouvoir calculer tout et n'importe quoi, parce que là, on est beaucoup plus visible et encadré qu'à une époque, de toute façon, et tant mieux. Donc, personnalisation maîtrisée. Alors, il nous reste quelques minutes. On va passer aux questions du public, s'il y en a. Alexandre, vous voulez lancer le... C'est le patron qui se lance en premier. Hein. Voilà. Merci, mademoiselle. C'est une question pour Fabien. Donc, le choix, effectivement, de faire un développement interne, vous avez vos spécificités pour le faire, ou pour, en tout cas, le décider. C'est pour restituer de l'information à quelle fréquence? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, est-ce que vous croyez que c'est vous qui allez fabriquer l'information pour vos consommateurs, ou c'est les consommateurs qui vont pouvoir eux-mêmes confectionner leur reporting? Alors, à quelle fréquence? Multiple. Alors, au-delà de la blague, c'est du quotidien pour un certain nombre d'informations, de l'hebdo pour d'autres, du mensuel et du trimestriel quand on arrive sur les reportings les plus lourds, comme ceux qui ont été évoqués ce matin dans l'autre table ronde pour les institutionnels. L'idée sur la confection, c'est plus de confectionner en interne pour envoyer au client, mais en revanche d'avoir un outil extrêmement agile pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où un nouveau besoin, le moteur de calcul, il faut une demi-journée pour le paramétrer, et pour mettre ça en forme pour l'envoyer au client, il me faut 2 semaines. Donc c'est ça qui ne me va pas. Mais ça reste continuer à confectionner en interne. Y a-t-il une autre question? Bonjour, David Lopp. Moi, j'ai une petite question relative plutôt au métier, on va dire, du web. C'est-à-dire qu'en général, le PDF, ça reste propriétaire parce que c'est un peu une impression, en fait, finalement. Et est-ce qu'il n'y a pas une limite de compétences dans les équipes de reporting et de mesure de perf, justement, à transformer ça en web? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite, on va dire, liée à la communication? Plutôt, en général, la stratégie web, elle est plutôt au niveau de la communication. Est-ce qu'il n'y a pas justement un moment de frottement entre je produis du reporting et du coup j'ai envie de le diffuser sous web mais je n'ai pas forcément les compétences? Et est-ce que je ne suis pas aussi limité par une politique de communication qui ne va pas forcément dans le sens de beaucoup de données sur le site, des espaces dédiés, etc. C'est pour tout le monde. Différents. Donc qui veut réagir là-dessus? Laissons les asset managers réagir. Allez, je peux démarrer. Peut-être que David voulait parler d'un module biportal qui serait délivré par la BISAM, peut-être, qui pouvait peut-être nous aider et aider
méconnaissance des équipes reporting. Non, mais clairement, c'est un sujet pour nous qui est encore devant nous. Hein, d'ailleurs, on n'a pas commencé par cette brique web. Il faut d'abord alimenter la machine avant de ressortir les résultats. Mais il va se poser des questions, en tout cas, sur l'organisation entre le calcul en lui-même et déporter ces données sur des modules plus ouverts vers l'extérieur, notamment en termes de sécurité informatique. On est très vigilant en interne sur ce qui est permis de donner à l'extérieur. Alors, dans un premier temps, je ne cache pas qu'on souhaite même utiliser ces outils web plutôt à l'utilisation de nos clients internes, nos commerciaux principalement, qui pourront aller en clientèle avec, pouvoir, notamment sur iPad, pouvoir travailler avec ces modules. Ce qui a un deuxième intérêt, c'est que pour beaucoup de questions qu'ils peuvent nous poser directement dans les équipes de production, ils seront beaucoup plus autonomes et donc à même de répondre directement à leurs clients sans avoir forcément à poser la question. Mais sauter le pas à donner la liberté et l'accès à la donnée à nos clients, c'est encore un sujet qui est à traiter. Et encore une fois, on ne pourra pas ouvrir la totalité. Après, on rentre dans le monde. Le monde, nous, on a internalisé les serveurs, donc on a quand même des problèmes d'accès à nos bases internes. C'est un problème technique de sécurité ou c'est un vrai choix stratégique, enfin pas un choix stratégique, mais des vraies questions de fond, de savoir si vous devez ou pas ouvrir l'information? Alors il y a un peu des deux, c'est-à-dire que la sécurité nous bridera peut-être un peu, mais de toute façon, la question c'est de savoir jusqu'où on veut donner la liberté aux clients d'être complètement autonome. Voilà, nous sommes une structure de taille moyenne. On ne peut pas complètement s'affranchir de la relation avec nos clients. Donc on cherche quand même à garder des contacts réguliers et on n'a pas forcément envie... Alors je ne parle pas de la clientèle retail qui peut être un peu plus indépendante, mais sur les clients institutionnels, même si on peut leur laisser accéder à des données, on a aussi envie qu'il y ait des échanges avec eux. Et voilà, donc on n'ira pas sur le tout ouvert et tout indépendant. Je peux peut-être donner un éclairage aussi de mon expérience sur cette question, que je trouve très pertinente et d'actualité en tout cas. Chez Amundi, il y a 2 ans, qu'on a sorti la responsabilité de l'Internet de la communication. Jusqu'à il y a 2 ans, c'est uniquement la communication qui était en charge d'Internet. Depuis 2 ans, c'est une équipe transverse, avec des essais, avec une idée de dire la communication va donner des normes sur la manière de communiquer, mais la contribution à l'ensemble de l'information va être décentralisée dans beaucoup d'équipes. Donc ça, c'est un virage qu'on a pris il y a 2 ans. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quand on a fait le choix de partir sur ce socle Internet pour l'affichage des informations des fonds, on a déjà fusionné les 2 équipes informatiques. Au moins en termes de compétences, on a basculé. Donc c'est passé chez une autre équipe informatique qui avait les compétences web. Enfin, aujourd'hui, je vais sur l'organisation globale de ces sujets à Internet reporting. Je ne vais pas vous dire qu'on est complètement mûr, c'est un tâtonnement de tous les jours pour effectivement aligner une direction transverse sur la stratégie Internet, des équipes de communication qui définissent des normes, des équipes marketing un peu partout dans l'entreprise qui veulent pousser du contenu, et des équipes reporting qui veulent aussi pousser de la donnée. Tout ça, on tâtonne et on avance petit à petit. Moi, si vous le permettez, moi je voudrais faire 2 remarques. J'ai tendance je pense qu'on sous-estime la vitesse d'évolution des comportements. On est toujours en retard, il ne faut pas se faire d'illusions, on est toujours en retard par rapport au comportement. Et donc, prendre de l'avance, ça ne fait jamais de mal. C'est le premier point. Deuxième point, je voudrais revenir un peu sur les statistiques qui nous ont été tout à l'heure fournies par l'AFG. Quand on voit que la France perd des OPCM, des parts de marché sur les OPCM, où sont maintenant les clients OPCM? Ils sont en Irlande, comme on l'a vu, et au Luxembourg. Et c'est quoi? Ce sont des particuliers, mais intermédiaires. Vous n'avez plus jamais les particuliers en face de vous. Ce n'est pas vrai. Pour la vente d'OPCM, vous n'avez jamais le particulier en face de vous. Vous avez une structure d'achat. Et la structure d'achat pour vos OPCM, luxembourgeois ou irlandais, elle se fait par des vrais professionnels qui ont besoin du même niveau
de qualité, de reporting, d'attributs de perf, etc., qu'un client institutionnel, qu'un grand fonds de pension américain. C'est exactement la même démarche. Donc si on commence à dire je sers la clientèle institutionnelle, mais la clientèle de particulier, je ne m'en occupe pas, les OPCM, ce n'est pas important, ou de toute façon, la demande n'est pas la même, là, on va dans le mur. Et c'est ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut prendre conscience de cela, et vous avez des acheteurs professionnels en face de vous, quel que soit le type de produit que vous avez. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci messieurs, on peut les applaudir. Voilà. Merci d'avoir répondu à l'invitation.